Merci beaucoup Christophe pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans cette table ronde dont le sujet, l'oralité performée, résonne fortement avec ma pratique que tu as. J'écoutais d'une oreille ce qu'on réglait des soucis techniques, parce que comme quand même c'est une conférence, il faut quand même qu'on joue, qu'on performe la conférence avec la bouteille d'eau, le problème technique, le petit sur le micro. Il faut qu'on... Enfin, voilà, pour créer le contexte. Pardon, excusez-moi, petite aparté. Donc, je suis allée voir la définition de ce qu'est l'oralité. Donc, c'est un processus de communication où un message est transmis de vive voix par un locuteur à son auditoire. Donc, typiquement, nous sommes dans l'oralité à ce moment-là. Et donc l'oralité, elle résonne avec mon travail à plusieurs égards. Donc tout d'abord parce que l'outil principal de mon travail, c'est la voix. Donc c'est l'outil propre de l'oralité. Dans les sujets abordés, donc puisque comme il me semble que tu l'as dit, je passe du temps avec des communautés spécifiques, donc ici des bébés et des puéricultrices par exemple, pour travailler pendant 1 an sur le babil, des enfants à peu près de 6 mois. Ça peut être de travailler avec des voyantes sur comment se performe le médiumnisme. Ça peut être de travailler sur les nuages, le son des nuages. Le propre du nuage, c'est qu'il ne fait pas de son. Voilà. Enfin, à chaque fois, je travaille sur des sujets humains et aussi des non humains. Ici, sur le chant des oiseaux, dans High Bird. Et donc, les sujets abordés ont trait avec l'oralité et aussi avec les enjeux de l'oralité, à savoir comment les choses se transmettent de manière orale. C'est pas de la même manière que de manière écrite, parce qu'on est quand même dans une société occidentale moderne où l'écriture est hiérarchiquement au-dessus, et ce depuis quelques siècles, mais en fait où avant tout l'humanité est fondée sur l'oralité, et donc la question de la mémoire, de la transmission, de la transformation propre à l'oralité, mais aussi de toute l'invisibilisation qui peut être faite de certaines minorités politiques qui continuent à utiliser l'oralité dans la transmission et qui peuvent être invisibilisées par une société occidentale, justement, qui a recours à l'écriture, qui déjà, dans les classes sociales, tout le monde n'a peut-être pas recours à l'écriture. Donc c'est tous ces enjeux-là qui sont brassés par mon travail, qui tente de donner forme à une oralité qui, justement, comme on parle de matrimoine immatériel, par le propre de l'oralité, c'est d'être dans l'intangible et peut-être aussi dans quelque chose de l'ordre de l'inconscient, de l'invisible, et comment donner forme à une oralité. D'un point de vue, évidemment, je ne suis pas sociologue ou scientifique comme certains d'entre vous aujourd'hui, j'ai cru comprendre, mais d'un point de vue esthétique, d'un point de vue poétique, comment donner forme à l'oralité. Et dans ma pratique, ça passe par la performance, parce qu'aujourd'hui, il est question d'oralité performée, mais j'ai une pratique transdisciplinaire et je construis aussi donc des formes qui peuvent être des installations sonores, où il peut y avoir aussi de la vidéo, et qui souvent interagissent avec du dessin, de l'écriture qui justement tente de rester dans un lien vivant à l'oralité, puisque ce que vous allez voir un petit peu entrevoir par la suite, on est toujours dans des questions de partition, de retranscription ou de dessin live, c'est-à-dire comment arriver à une sorte d'hybridité entre l'oralité et l'écriture et faire en sorte que ce binarisme-là qu'on a traditionnellement, en fait, on le fasse exploser, parce qu'il a explosé depuis quelques millénaires déjà, puisqu'on... Pardon, je vais pas rentrer dans tout de suite dans plein de choses. Donc je dirais que c'est une pratique... en fait, c'est une pratique... Non, ce sont des pratiques... Et elles sont assez diversifiées. C'est une hiérarchie comme ça, assez horizontale entre, disons, une pratique pas paralittéraire, mais pas de la littérature non plus, et qui, dans le champ de l'art contemporain, s'inscrit dans toute une tradition, que ce soit ici, éthique ou Chopin, des gens qui ont vraiment posé cette
question qui a éminemment bougé ces dernières années, puisque les artistes s'en sont emparés. Donc c'est une question qui prend une forme assez particulière. C'était sous la forme d'un ready-made sur une clé USB. Donc ça prenait une forme assez bruitiste, puisque c'était la forme que, en fait, j'avais des souvenirs de l'exposition de Franck Gehry. Donc ça prenait la forme ou forme très organique, mais la forme me plaisait, puisque c'était juste cette ligne noire dans l'espace. Donc voilà, ici, je voulais essayer de convoquer une sorte d'esthétique muséale. Donc la mise en espace, elle est pensée au moment où il faut montrer la pièce. Pièce sous forme d'archives, mais les archives sont déjà réactivées comme extension des pièces que j'ai pu nommer comme pièces. Pièces assez conceptuelles en fait, puisque c'était produire une pièce, titrer une pièce, parler d'une pièce, nommer une pièce, créer une pièce, parler d'une pièce, titrer une pièce, parler d'une pièce, parler d'une pièce, parler d'une pièce. Voilà. Donc là, je viens de performer, puisque, comme j'ai dit au début de cette conférence, nous sommes dans l'oralité et nous sommes déjà dans un contexte où je suis sur cette petite estrade, dans un contexte de légitimisation de ma parole orale, selon notre ami Bourdieu. Donc on est déjà dans un contexte d'oralité en fait, qui dépasse l'oralité, la langue même, pour aller sur une pratique orale. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans un langage par la langue, mais dans un langage élargi. Et je trouvais intéressant de performer, c'est un extrait d'une pièce qui s'appelle Animal Mimesis, dont vous avez la partition, une des partitions derrière moi, qui a été écrite en 2015 lors d'une résidence que j'ai faite à la galerie de l'école des Beaux-Arts de Bourges, qui s'appelle La Boxe, et où je venais interroger, en fait, de manière évidemment décalée, poétique et critique, ce qu'on appelle la parole d'artiste, c'est-à-dire ce à quoi je suis en train de jouer. C'est-à-dire une parole en fait qu'on pense être subjective et intime, parce qu'en fait on se débat avec la langue, hein, on est tout le temps dans une aliénation permanente, et en fait à l'intérieur de ce jargon socio-professionnel, parce que c'en est un, la parole d'artiste, eh bien c'est une parole éminemment construite et commune. Et donc l'école d'art, là-dedans, dans cette transmission de ce parler artiste, occupe une place privilégiée. Et donc, pendant cette résidence, donc, qui date maintenant, parce que je vieillis, hein, on vieillit tous d'ailleurs, vous allez voir ce que je vois, qu'il y a des étudiants ici. Vous allez voir, ça passe très vite. Vous n'y croyez pas pour l'instant, mais vous allez voir. Donc, c'était il y a 10 ans. Je sortais des Beaux-Arts. Et donc, c'est une des premières résidences que j'ai fait, donc ironiquement, dans une école des Beaux-Arts. Ironiquement, parce que pour moi, les Beaux-Arts, ça a été vraiment pas évident. J'ai vécu ce que maintenant j'appelle de la violence de classe par rapport à la classe sociale dont je venais et mon habitus. J'étais pas comme il fallait. Alors là, je suis devant un PDF et je ne sais pas trop comment mettre la pleine page. Et dans Animal Mimesis, donc, il s'est agi, voilà, de venir en fait interroger cette parole d'artiste qui est transmise au sein des écoles d'art. Et donc, je suis allée, merci beaucoup, je suis allée interroger une quarantaine de personnes, donc des enseignants, des étudiants, des jeunes diplômés, à qui j'ai demandé de me parler de leur pratique artistique. Et donc, tiens, il y a John Cage, petite dédicace. Voilà. Dans ces entretiens, en fait, donc à chaque fois, j'utilise un peu toujours les mêmes techniques de travail dans ma pratique, c'est-à-dire que j'enregistre des entretiens sans exactement savoir ce que je cherche. Ensuite, je dérush, donc c'est-à-dire que je réécoute tout et je prélève tout ce qui me semble particulier. Donc, à savoir, par exemple, dans Animal Mimesis, ça va être une répétition d'un terme. Par exemple, parler d'une pièce, titrer une pièce. Vous savez, on aime bien parler des pièces, de la dimension orale.
la dimension, la question de, tous ces termes qu'on utilise dans notre jargon socio-professionnel et quand vous les dites devant votre famille, par exemple, ils ne comprennent pas trop, quoi. Donc voilà, ces termes-là, et puis aussi, parce que plus on veut sembler parler d'art contemporain, plus, tu vois, je vais un peu abaisser ma voix. Alors si je suis de Paris en plus, il faut que j'ai l'air assez déprimé, puis je ne vais pas trop ouvrir la bouche, et comme ça, je vais avoir l'air de m'en foutre, comme ça. Et en plus, comme ça, je paraîtrai un peu plus bonhomme. Parce que quand même, voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les rouages de comment être légitime quand je parle devant un auditoire d'art contemporain. Mais en tout cas, il s'est agi voilà, de relever dans l'oralité de ce qui pouvait faire signe quand on est en face d'un auditoire qui appartient au cercle, on va dire, culturel, expérimental. Et à partir de là, donc je réécris tout. Je capte tout, j'isole, donc c'est comme un espèce de chirurgie du langage. Et après, donc, je vais composer des pièces sonores, donc ce que j'ai fait, et après, je me les mets en bouche. Donc c'est ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que ce que j'ai fait juste avant, c'est un extrait d'une performance solo qui commence comme une conférence et qui, par paliers successifs, on échappe au discours, parce qu'en fait, je suis prise moi-même, ce que je disais, dans cette aliénation, puisque j'aimerais parler vrai, mais en fait, dès que j'utilise les mots, eh ben, c'est comme si ce n'était pas les miens, et comme si je re-rentrais dans un ordre que je subis. Donc c'est toute la complexité dans laquelle on est tous et toutes prises. Il n'y a rien de nouveau là-dessus, hein, mais c'est juste voilà, se poser la question. Et après, donc, j'apprends par cœur ces pièces sonores. Et donc, c'est ce qui donne cette performance qui dure normalement une demi-heure. Et je ne garde du langage que ce qui fait signe. C'est-à-dire ce qui va résonner, c'est-à-dire comme vider la carcasse du langage pour ne garder que des choses qui font que ça fait comme il faut. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et en fait, là-dedans, le propos, c'est d'éclairer et de subvertir les clichés, les stéréotypes, la violence à l'œuvre dans ce langage-là, qui peut avoir lieu sur ceux et celles qui s'en sentent exclus, notamment des étudiants qui arrivent dans une école, ou notamment, en fait, 90%, je pense, des gens qui écoutent des artistes parler de leur travail, ou le milieu artistique parler d'art. Puisque, encore une fois, c'est un jargon socio-professionnel, donc chaque travail aussi a sa manière de parler, sauf qu'on a cette propension à penser qu'on s'adresse à tous et à toutes, alors que ce n'est pas vraiment le cas, qu'il y a un vrai habitus dans notre manière de parler. Donc si j'ai fait ce travail-là, c'est que de démonter l'oralité, de la déconstruire. Pour ma part, ayant mal vécu les beaux-arts, et à cette époque-là, je ne comprenais pas ce qui s'était passé, c'est après l'école, quand j'ai réussi à avoir mon diplôme de justesse, que je me suis mise à lire Héribon, Bourdieu, Annie Ernaux, donc à lire des lectures sociologiques et de comprendre que ce que j'avais vécu, en fait, c'était une violence de classe qui était évidemment passée par la langue. Et donc, cette résidence en école d'art, ça a été une sorte de geste d'empowerment, c'est-à-dire de me réapproprier ma place là-dedans, et donc de déconstruire le langage qui m'avait dominé pendant des années, évidemment sous une forme drôle et sous une forme poétique, hein, pour en fait me retrouver moi et me retrouver une puissance d'agir à l'intérieur du champ artistique. Donc c'est pour dire performer l'oralité, c'est un geste dans mon travail qui est très souvent politique et relié justement à ce qui se joue en dessous de la langue, au-delà de la langue, notamment des notions de domination, qui passent non seulement par les mots, mais qui passent, comme je le disais tout à l'heure, par tout ce qui nous échappe, par des gestes, par la hauteur de la voix, par le rythme, par tout ce qui est de l'ordre aussi musical en réalité. Donc, dans Animal Mimesis, il y avait cette performance solo, il y avait aussi une performance collective avec d'autres étudiantes où on s'interrogeait sur l'intelligence mimétique de la transmission de langage en prenant pour base des protocoles d'improvisation qui s'inspiraient eux-mêmes de l'intelligence mimétique animale dans des nuées, des tourneaux, des meutes de loups, des bancs de poissons. Et donc l'édition que vous voyez là, c'est une édition en journal en fait, dans laquelle on retrouve mes partitions
et puis mes documents de travail, et aussi voilà, ici c'est aussi un geste subversif, puisque j'ai repris les signatures de ce qu'on considère comme les pères de l'art contemporain, de Joseph Beuys, John Cage, Marcel Duchamp, Andy Warhol, et j'ai fait recopier ces signatures à des enfants de maternelle qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, on en revient à une sorte d'imitation et donc de transformation, parce que c'est ça qui est génial avec l'oralité, c'est la transformation et la réinvention à partir de qu'est-ce qui nous est transmis, qu'est-ce qu'on digère et comment on le rejette. Et là, j'ai essayé par ce protocole-là, par le fait de passer par les enfants, de donner à voir le processus propre à l'oralité, à l'oralisation, à cette transformation. Donc ça, c'est, je dirais, une approche du langage humain. J'ai aussi tout un pan de ma pratique qui plutôt s'intéresse à des langages non humains, et notamment, j'ai passé, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a peu de temps, mais j'ai passé, oui, je n'ai pas de Mac, ça se voit. J'ai passé pas mal de temps en Suède du Nord, où j'ai vécu pendant quelques mois avec la communauté Sami. Alors, ouais, c'est juste. Voilà, c'est ça, si on peut le mettre en grand. Où en fait, je me suis intéressée au yoik. Yoik en langue sam, ça veut dire le chant. Et en fait, chaque entité dans le monde a son chant. Donc la montagne, le lac, le renard, le bébé, le vieux, enfin n'importe qui et n'importe quoi, enfin n'importe quelle entité a son chant. Et donc j'y suis allée parce que depuis toujours, en fait, je traduis. En fait, mon travail est vraiment sur cette notion de traduction. Je traduis tout ce qui m'entoure depuis toujours. Et ça m'intéressait beaucoup. Je trouvais dans les yoik un écho à mes propres préoccupations artistiques. Et en fait, lors de ce séjour, j'ai rencontré des oiseaux assez extraordinaires qui ne se comportaient pas comme ils se comportent en Europe ici, enfin en Europe plus méridionale, centrale. Voilà, merci. Et donc par exemple, le grand tétras, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez cet oiseau, mais qui fait des parades amoureuses, qui vient vers vous, ou le ramier doré, donc qui est une sorte de cousin du pigeon qui, pour vous éloigner de son nid, fait des sons stridents pour vous attirer vers un endroit, ou le mésanger imitateur qui a la capacité d'imiter tout ce qui l'entoure. Et donc à partir de là, j'en ai fait une performance qui s'appelle High Bird, où avec l'accordéon, je vais venir jouer de la figure de la femme oiseau qu'on retrouve dans pratiquement toutes les mythologies. C'est presque un archétype au sens jungien du terme. On le retrouve un peu partout. Et là, je ne vais pas pouvoir vous faire High Bird parce que je n'ai pas mon accordéon, mais je vais faire un espèce de
etc., etc., etc. Donc c'est des tout petits extraits de High Bird, donc qui s'intéressent justement à l'oralité, c'est-à-dire à toute une dimension de la langue des oiseaux qu'on ne peut pas justement écrire. Et donc ici, il reste 3 minutes, mais ouais, mais Vincent a pris 5 minutes de plus. Donc voilà, une réflexion sur l'oralité aussi au sens d'un langage qui n'est pas humain, de comment écrire ce langage et de comment s'hybrider avec un autre chant que celui-là, en cherchant pas à l'imiter, parce que je ne suis pas imitatrice d'oiseaux, mais je serais très mauvaise là-dedans, mais plutôt aller chercher qu'est-ce que l'oiseau en soi et qu'est-ce qu'il provoque comme imaginaire et comme réinvention possible. Et ensuite, puisqu'il est question de pratique orale, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas question seulement de la langue, qu'elle soit humaine ou non humaine, mais aussi, ouais, je veux bien que tu viennes, Romain, mais aussi de pratiques au sens plus large du terme, puisqu'avec l'oralité, il y a plein de pratiques qui sont rangées du côté de l'oralité. Et très récemment, j'ai fait une exposition qui s'appelle Pharmacon Reboot, donc qui avait lieu au Centre d'art contemporain de Rennes, en Bretagne. Et là-dedans, j'y interrogeais la notion de chant de guérison, c'est-à-dire à quel point l'oralité peut avoir une place dans le soin. Alors, on pense tout de suite à la psychothérapie, comment raconter, mettre des mots sur quelque chose de l'ordre de l'indicible peut aider à guérir. Mais moi, je me suis intéressée aussi à comment la musique en elle-même participe à des processus de guérison. Et notamment, donc, et parce que j'ai un parcours un peu singulier, j'ai été musicienne, accordéoniste et chanteuse pendant 10 ans pour la communauté ashkénaze. Je chantais en yiddish et jouais de la musique klezmer. Et donc j'ai chanté pour la communauté, oui, sur des scènes, des concerts classiques, comme on en connaît en Occident, mais surtout j'ai chanté dans des contextes où il y avait un rôle politique et social de la musique, et aussi un rôle, je dirais, de soin. Notamment, bon, on pense aux bar mitzvahs, aux mariages, aux anniversaires qui sont des contextes de fête, mais aussi par exemple dans des funérailles, pour le départ de quelqu'un. Par ailleurs, donc j'en ai parlé très rapidement, donc ce passage chez les Samis, et puis plus récemment, j'ai vécu 3 ans au Bénin, je suis mariée avec un Béninois, on n'arrive pas à ouvrir les images, et au Bénin, en fait, existe encore la religion animiste, merci, vaudou. Et donc, j'ai pu assister à pas mal de cérémonies et de voir à quel point la musique, en fait, accompagne la prise de plantes ou certains rituels. Et donc, ça m'a donné envie, après toutes ces expériences traversées à travers des communautés qui ne sont pas celles dont je viens, Rennes n'étant pas loin de la Mayenne, qui est la région dont je suis originaire, j'ai voulu faire un travail sur les thérapies orales de ma région, notamment le magnétisme, donc l'imposition des mains. C'est quelque chose qui est très répandu en Mayenne. Et il y a Jeanne Saadé Fahada qui a écrit les mots, la mort, l'essor. Elle l'a écrit en Mayenne. Voilà, je viens de cet endroit-là, du Bocage. Et donc j'ai travaillé avec des magnétiseurs et des magnétiseuses, mais aussi avec pas mal d'herboristes, parce qu'on utilise aussi l'utilisation des plantes par chez moi, mais un peu partout en fait. Mais et à partir de là, j'ai écrit des chants de guérison en m'inspirant du mode de fonctionnement des plantes, mode de croissance, de leur matière, de leur couleur, de leur vertu thérapeutique. J'ai écrit des chants de guérison qui ont été interprétés par un trio vocal. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est une installation où, en fait, mes partitions, souvent, je les retranscris sur des accessoires qui sont activés pendant des performances. Parce que j'ai toute une réflexion sur le fait qu'en tant que performeur, on porte les mots qui sortent de la bouche, et en fait qu'on est nous-mêmes la partition, surtout quand on vient, comme moi, de l'oralité, du chant traditionnel. En fait, il n'y a pas d'écriture. Donc c'est ici une manière aussi de retourner l'écriture et de la rendre plus vivante. Et la recherche, donc je ne pourrais pas vous montrer un extrait du triptyque vidéo, parce qu'on n'a pas le temps. La recherche aussi, elle a eu lieu en allant à la rencontre d'une 40aine de personnes et en leur demandant, donc dans la région de Rennes, en quoi
de quoi elles aimeraient guérir. À partir de là, j'ai fait une pièce sonore très simple pour stéréo, droite-gauche, qu'on était invité à écouter, qui s'écoute aussi à la radio d'ailleurs, je pourrais vous donner des liens si besoin, qu'on pouvait écouter au casque. On entend les voix former chœur pour raconter les mots MOTS et les MAUX qu'ils ont. Et là, j'ai retranscrit chaque entretien, donc dans l'entièreté du rush, sous forme de dessin écriture, en fait, qui sont ici des vœux de guérison. Donc, on est vraiment là aussi à la lisière du dessin et de l'écriture. Et vous voyez le passage de la matière orale, de la parole, à l'écriture. Et après, ces vœux de guérison eux-mêmes, ils ne sont pas juste présentés, ils sont aussi activés lors d'une performance rituelle où en fait, là, on n'a pas ouvert toutes les photos, c'était après, c'est les photos d'après, où en fait, on vient mettre ces petits vœux de guérison. Ouais, c'est les images suivantes. Ces petits vœux de guérison dans des fioles qu'on remplit d'eau et le vœu de guérison Merci beaucoup. Voilà, on voit les vœux de guérison et donc on met de l'eau dessus. Je les avais réimprimés sur du papier qui se dissout. C'est quand même génial ce qui peut exister. Et donc après, on les met en bouche, on les gargarise, on les recrache sur les plantes médicinales qui sont peut-être en capacité symbolique de guérir le mal qu'on leur confie. Et voilà le rituel qu'on a fait à partir des vœux de guérison. Tout ça pour dire que mon travail est vraiment toujours à la lisière de l'oralité et de l'écriture, et que de traiter d'oralité, c'est forcément un geste politique, dans le sens où parler d'oralité, je crois que c'est s'intéresser justement à tout ce qui nous échappe aujourd'hui, parce que ça a été invisibilisé, notamment par des décisions politiques, par l'arrivée de la religion, et puis par tout simplement la société moderne occidentale avec tout son lot de croyances et d'idéologies. Et je pense qu'on vit une période artistique hyper stimulante et féconde, parce que c'est comme si, par rapport à l'oralité, on allait ce qu'elle a. Je vois de plus en plus, moi j'ai à peu près 10 ans de plus que les gens qui sortent des Beaux-Arts en ce moment, et ce que je fais là depuis des années, ça paraissait super chelou il y a 10 ans, d'où pourquoi j'ai pas eu mon diplôme, enfin j'ai failli pas avoir mon diplôme à l'époque, et aujourd'hui c'est en train d'arriver. Et on se dit, c'est marrant comment l'oralité, on passe des pères de l'art contemporain, des poètes, de John Cage et compagnie, à tout simplement revenir, ok, qu'est-ce que faisaient nos grands-mères ? Qu'est-ce que chantaient nos arrière-arrière-grand-mères, et comment on est socle, comment on est nourri de toute cette oralité, et comment on peut la réinvestir pour faire résistance à quand même des phénomènes de domination par l'écriture, par le code numérique, surtout aujourd'hui. Voilà, j'ai fini. J'espère ne pas avoir trop dépassé le timing.